Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous dans l'espace exceptionnel que je vous propose puisque nous allons découvrir ensemble les secrets du télescope James Webb. Ce nouveau télescope est le plus grand jamais construit pour être envoyé dans l'espace. Il décollera depuis la base de Kourou en Guyane d'ici un peu plus d'un mois. Et justement, il y a quelques semaines, le co-responsable de la mission pour l'Agence spatiale européenne était de passage à Paris, Pierre Ferruy. Alors on est allé le rencontrer. Regardez. Je suis avec Pierre Ferruy aujourd'hui pour une interview exceptionnelle dans Smart Space. Pierre Ferruy, bonjour. Vous êtes co-responsable scientifique pour la mission James Webb pour l'Agence spatiale européenne, c'est bien ça? Oui, bonjour. Et je suis heureux de venir parler de James Webb. Alors James Webb, c'est un télescope le plus grand et le plus puissant jamais réalisé aujourd'hui. Il a été réalisé par 3 agences, l'américaine, la NASA, l'européenne, l'ESA, et puis la canadienne, CSA. Quelle a été la part de responsabilité de l'agence européenne dans ce projet? L'agence européenne, elle a une part de responsabilité qui est très visible en fait, puisqu'elle se découpe en 4 morceaux. Le premier morceau, alors celui-là, il va être difficile à ne pas voir, puisque c'est que le lanceur, puisque ce satellite, qui deviendra le plus grand télescope jamais lancé, va être lancé à bord d'une fusée européenne, Ariane 5, de Kourou, en Guyane française. Donc ça, c'est une première contribution. Et notre agence, en fait, l'agence a contribué aussi à 2 des 4 instruments qui vont équiper ce télescope. L'un qui s'appelle NIRSPEC, qui a été fourni vraiment complètement en Europe. Et ensuite, le deuxième, MIRI, pour lequel on a contribué à peu près à moitié. Et une 4e contribution qui est en fait des gens, puisque si on a construit des instruments, on a aussi l'expertise concernant ces instruments. Donc en fait, on a une équipe de 15 personnes qui va travailler en fait aux États-Unis avec nos collègues américains, canadiens, pour faire fonctionner ce magnifique télescope. Alors qu'est-ce qui le rend si exceptionnel? On voit à l'image qu'il est assez impressionnant. Décrivez-nous-le, donnez-nous tous ces détails techniques. Oui, il est impressionnant, c'est par sa taille. En fait, on va envoyer dans l'espace un télescope dans le miroir principal. On voit sur les images un peu ces hexagones dorés. Le miroir principal fait 6,50 m, ce qui est très grand pour un télescope spatial. C'est le plus grand jamais lancé. Oui, Hubble est à 2,40 m. Donc le miroir, c'est la première chose qui est importante pour les astronomes. Mais aussi, ce télescope, on le voit là passer, il a un très très grand pare-soleil qui est la taille d'un court de tennis. Pourquoi un pare-soleil aussi grand? Oui, alors une des particularités de James Webb, on l'appelle aussi Webb, ce télescope, c'est que c'est un télescope qui a une vision infrarouge. Et pour bien voir dans l'infrarouge, il faut que le télescope, les instruments soient refroidis. Alors pas qu'un petit peu, c'est pas la température d'un frigidaire, puisqu'on parle d'une température qui est plus basse que moins de 230 degrés. Alors pour faire ça, dans l'espace, par contre, c'est très pratique dans l'espace. Si vous voulez refroidir quelque chose, en fait, il fait froid à partir du moment où vous ne voyez pas de choses qui vont émettre de la chaleur comme le soleil. Donc en fait, on a mis un très grand pare-soleil. Et ce pare-soleil, il va mettre le télescope dans l'ombre. Il va faire face à l'espace profond et il va se refroidir comme ça. Et comme ça, juste en le mettant en permanence dans l'ombre, dans l'obscurité, on va l'amener à moins de 230 degrés. Ce qui permet un gain d'énergie extrêmement important. En fait, c'est un gain, c'est plus d'empêcher le télescope d'émettre sa propre lumière infrarouge. Pour l'observation. Oui, parce qu'en fait, on le sait des militaires, pour détecter les corps humains, par exemple, on peut utiliser des lunettes infrarouges. Et en fait, tout ce qui est autour de nous, là, maintenant, émet de la lumière infrarouge. Donc si on ne refroidit pas notre télescope, c'était un peu comme regarder le ciel sous un lampadaire. On aurait notre télescope qui émettrait sa propre lumière, on ne verrait rien. On le lance le 18 décembre. Il va aller où? Alors, le 18 décembre, donc, il va partir dans l'espace, mais à un point relativement précis dans l'espace, puisqu'il va être envoyé vers un point qu'on appelle un point de Lagrange. C'est le nom d'un mathématicien astronome, en fait, qui a trouvé 5 de ces points. Nous, on l'envoie vers le 2e. Et ce point, en fait, il est éloigné, très éloigné de la Terre, à 1,5 million de kilomètres. Il est situé du côté opposé de la Terre par rapport au Soleil. Et on va le rejoindre et puis se mettre en orbite autour de ce point. L'avantage, c'est que ça va nous permettre, c'est un point qui est très très pratique pour des observations astronomiques. Cet infrarouge, ça va permettre d'observer quoi finalement?
qu'on ne pouvait pas observer jusqu'alors, ou alors pas aussi bien? Oui, alors c'est pas le premier télescope infrarouge, donc on pouvait observer, mais là on va pouvoir l'observer de façon bien plus détaillée aussi c'est un télescope qui va être 10 à 100 fois plus puissant que ce qui existe actuellement dans l'infrarouge, donc on va avoir vraiment un potentiel de découverte. Et cette vision infrarouge, elle est intéressante dans un peu tous les domaines de l'astronomie. On s'attend à ce que Webb fasse des découvertes dans tous ces domaines. Pour en citer deux, par exemple, les deux qui sont un peu à deux extrêmes, un va être très éloigné de nous. La lumière des premières galaxies qui se sont formées dans notre univers, on parle de quelque chose qui est arrivé il y a longtemps, plus de 13 milliards d'années. Cette lumière, même si elle était émise dans le visible, une lumière que notre œil pourrait voir, au cours de son trajet, ces 13 milliards d'années qu'elle a passé à traverser l'univers avant de nous atteindre, eh bien en fait, elle traversait un univers en expansion, elle s'est décalée vers le rouge. Et les galaxies, oui, c'est ce qu'on appelle le redshift, le décalage spectral, ce que les astronomes appellent comme ça. Et les plus distantes, leur lumière a été tellement décalée vers le rouge qu'en fait, il faut aller dans l'infrarouge pour les observer. Donc, comme Webb, vraiment, un de ses objectifs, c'est de comprendre comment ces galaxies sont formées, à quoi elles ressemblent. On veut comprendre l'origine de l'univers, en fait. Oui, on veut comprendre l'origine de... En fait, en comprenant ça, on va regarder un peu comment ce qui nous entoure, parce que nous, on est dans une galaxie, la Voie lactée, on va mieux comprendre, en fait, qu'est-ce qui a amené la Voie lactée telle qu'on la voit maintenant. Donc ça, c'est une chose. Regarder très loin pour les astronomes, ça veut dire aussi remonter dans le temps, puisque la lumière a mis longtemps pour nous parvenir. Et alors, complètement, beaucoup plus proche de nous, on parle des exoplanètes. Alors ça, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler. Ce qu'on veut faire, c'est comprendre, en fait, quels sont les types de planètes dans lesquelles on va trouver, par exemple, de la vapeur d'eau. Après, bien sûr, on va regarder, est-ce que cette planète, à quelle distance elle est de son étoile? Et dans ces conditions-là, quelle va être sa température? Et peut-être que ça va être des températures dans lesquelles l'eau liquide pourrait exister. Et ça, c'est des choses qui nous intéressent, puisque la vie qu'on connaît, la vie autour de nous, en fait, elle a émergé grâce à l'eau liquide. Donc on cherche à savoir, est-ce qu'il y a d'autres planètes qui ont des conditions favorables? Ça ne veut pas dire qu'il y a de la vie dessus, mais est-ce qu'il y a d'autres planètes avec des conditions favorables à l'apparition de la vie? C'est une question auquel on essaie de répondre depuis très très longtemps. Donc on ne va peut-être pas y répondre directement, mais on va avancer d'un grand pas dans cette direction. C'est vraiment un défi technologique. On peut s'arrêter deux minutes là-dessus, mais le déplier dans l'espace, c'est un énorme défi technologique. Oui, ça a été un défi technologique. Et c'est ce qu'on voit à l'image. Voilà, c'est ce qu'on voit à l'image. C'est une partie de ce déploiement. Donc c'est un défi technologique auquel c'est pas uniquement un défi technologique auquel on doit répondre dans l'espace. C'est un défi technologique auquel on a répondu avant même d'aller dans l'espace, puisqu'il a fallu faire énormément de tests, donc il a fallu concevoir ce satellite, mais aussi après, à chaque étape de l'assemblage, on a testé, parce qu'on n'a pas droit à une deuxième chance. Il faut que ça marche une fois dans l'espace. C'est quand même un projet à 10 milliards de dollars, il faut le préciser, donc effectivement, on n'a pas droit à une deuxième chance. Oui, et les attentes des scientifiques sont à la hauteur de ce budget. Il faut vraiment le savoir, c'est un télescope hors norme. C'est un télescope qui va permettre des choses nouvelles, complètement nouvelles. Pour vous donner un ordre de grandeur, d'idée, on a fait un appel à proposition aux scientifiques, en fait, pour établir le programme de la première année d'observation de James Webb. En fait, on l'a fait avant. Maintenant, on est en train de... Donc, il y a déjà un ordre pour pouvoir analyser, traiter les données. Oui, il n'y a pas encore l'ordre, parce que ça, on va attendre vraiment de savoir quel est le vrai planning. Mais par contre, la sélection des programmes, on sait ce que cette première année va comprendre. Peut-être pas l'ordre détaillé des différents programmes, mais on sait ce qu'il va y avoir. Et il y a eu plus de 1000 propositions qui ont été reçues. C'était très compétitif. Il y en a eu beaucoup plus de reçus que ce qu'on pouvait, que le temps disponible en une année. Et donc, Vous en avez sélectionné combien ? En fait, il y a ce qu'on appelle un facteur de pression qui est supérieur à 4. Donc, on a du mal à se rendre compte. Ok, d'accord. Et un exemple de projet qui va être mené, de réponse qu'on va apporter? Alors, des exemples liés aux exemples que je vous ai donnés. Les exoplanètes. Il y a de très nombreux programmes qui vont étudier les atmosphères de différentes exoplanètes. Il y a aussi, si on sort un peu des exemples que j'ai déjà donnés, il y a des programmes qui vont permettre d'étudier la formation des étoiles et des systèmes planétaires. Alors, quand vont commencer précisément ces observations? Alors, c'est 6 mois après le lancement, puisque en fait, la période de déploiement, elle dure à peu près 3 semaines.
Webb met aussi 1 mois pour atteindre son orbite. Et après ça, il y a toute une phase de mise en marche. Ce télescope qu'on voit, qu'on voit là à l'écran avec ses 18 segments, c'est fait de 18 morceaux. Et ces morceaux, une fois en orbite, on va les aligner très précisément de façon à ce qu'ils fonctionnent comme un unique miroir. Donc ça, c'est une première étape. Et puis, en fait, à l'arrière de ce télescope, on va retrouver derrière les 4 instruments. Et c'est pareil, les instruments, on va les mettre en marche, on va vérifier que tout fonctionne bien. Finalement, il faut que tout soit prêt, parce que dès que ça va commencer, les chercheurs vont vraiment utiliser le télescope à fond. Donc nous, on le prépare, et ça prend à peu près 6 mois. Donc les premières images de Webb, il faudra attendre 6 mois après le lancement pour les voir. Merci beaucoup, Pierre Ferruy, d'être venu répondre à nos questions pour Smart Space. Merci beaucoup pour votre invitation. Vous êtes toujours dans Smart Space et pour aller plus loin, toujours sur ce sujet, nous avons avec nous Pierre Henriquet qui nous a rejoint à distance. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors vous êtes conférencier et médiateur scientifique. Vous êtes connu du grand public pour vos tweets sous le pseudo AstroPierre, dans lesquels vous partagez votre vision de l'actualité scientifique. Alors ce télescope James Webb, il décollera le 18 décembre, mais en réalité, il aurait dû décoller plusieurs mois avant, voire plusieurs années avant. Il y a eu beaucoup de reports sur le sujet de ce lancement précisément. Pourquoi ? Alors pour beaucoup de raisons en fait. Il se trouve que ce télescope initialement il a commencé à être imaginé dans les années 90, en 96, et effectivement petit à petit en fait l'histoire de sa conception a été émaillée par toutes sortes de problèmes qui sont des problèmes qui sont inhérents à ce genre de super projet scientifique. C'est pas quelque chose qui est dû à l'incapacité d'une personne à faire une chose. Il faut quand même se rappeler qu'on est sur l'un des plus gros projets de création de télescopes qui a jamais été fait, en tout cas de télescope spatial. Et ça, eh bien, ça met en jeu énormément d'acteurs partout sur la planète. Ce sont des milliers et des milliers de personnes qui doivent se coordonner, qui doivent travailler en symbiose pendant des années et des années. Et donc, ce genre de méga projets scientifiques sont, soyons honnêtes, toujours des projets qui vont prendre du retard. Il y a plusieurs raisons à ces retards. La première, c'est que certaines des technologies dont on va avoir besoin au moment où on démarre le projet ne sont pas encore développées, ne sont pas encore créées au moment où on le lance. Oui. Il s'agit de technologies de pointe, tellement de pointe que lors du développement même du projet, eh bien, on va devoir imaginer, construire et inventer les instruments qui, au bout du projet, seront installés sur le télescope. Donc, évidemment, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas parfaitement anticiper au mois. Il y a forcément toujours des retards, puisqu'on fait de la recherche et développement en même temps qu'on fait l'application. Alors, pourquoi il va s'appeler James Webb, ce télescope, Pierre ? Alors, James Webb, c'est le nom du deuxième administrateur historique de la jeune NASA qui a occupé son poste entre 1961 et 1968. Et donc, ce James Webb, eh bien, il a eu un rôle très important pour les fameuses missions Apollo, les missions qui ont emmené les premiers humains sur la Lune. Et c'est en son honneur, en fait, qu'on lui a donné ce nom. C'est une fusée européenne, Ariane 5, qui va lancer le télescope dans l'espace de quelques roues. Pourquoi une fusée européenne ? Pourquoi Ariane 5 ? Comment le choix s'est porté sur cette fusée ? Mais comme on le disait tout à l'heure, ce genre de giga-projets scientifiques sont des projets qui sont internationaux. Maintenant, plus le projet est grand et plus on va avoir un grand nombre de pays qui vont s'unir pour travailler ensemble et les faire. Et donc, chaque pays, chaque agence spatiale, chaque continent, parce que là, c'est l'agence spatiale européenne, donc c'est le continent européen, eh bien, chaque agence va amener un savoir-faire, va amener quelque chose sur un instrument, sur une partie technique, sur une partie électronique, sur les communications et donc sur le lanceur. Et lors des toutes premières discussions sur qui ferait quoi, eh bien justement l'Agence spatiale européenne a proposé d'amener des instruments scientifiques et aussi d'amener son lanceur Ariane qui est quand même aussi l'un des lanceurs les plus fiables qui existent. On rappelle effectivement que ce télescope est maintenant extrêmement cher, 10 milliards de dollars.
$, mais c'est aussi l'un des instruments les plus pointus et il faut aussi avoir un lanceur qui nous assure qu'il n'y aura aucun problème au décollage. Ça fait 25 ans qu'Ariane 5 décolle et envoie des charges utiles dans l'espace, donc c'est aussi sa fiabilité qui a permis de la sélectionner. C'est un symbole assez fort finalement que ce soit une fusée européenne qui lance ce bijou technologique international, mais qui est quand même un bijou marketé principalement NASA, même si c'est une collaboration internationale. C'est un symbole assez fort de la position européenne dans le spatial. C'est un symbole fort, effectivement, de la position de l'Europe. L'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale américaine sont les deux principales agences mondiales. Pour l'instant, il y a d'autres agences aussi qui sont en train de monter petit à petit, mais on est vraiment sur le top. L'Agence spatiale européenne a aussi une communication qui est différente de l'Agence spatiale américaine, qui va communiquer plus sur les objectifs scientifiques et sur les découvertes. L'Agence spatiale américaine, la NASA, a une communication qui est un peu plus agressive aussi, ce qui fait qu'on peut parfois avoir l'impression qu'on entend plus parler des projets de la NASA que des projets de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, mais en fait c'est faux en termes de collaboration et en termes de résultats, parce que effectivement ces deux agences sont vraiment à la pointe toutes les deux, et c'est un très très beau projet pour l'Europe. Comment va se passer ce lancement? Pierre Ferry nous en a donné un aperçu pour les étapes suivantes, mais au moment du lancement et les premiers jours, combien de temps ça va durer? Eh bien, figurez-vous que le compte à rebours est déjà lancé. Notre James Webb se trouve actuellement en Guyane. Et 7 jours avant, donc une semaine avant, le JWST, donc le James Webb Space Telescope, sera posé sur Ariane. Donc ça se passera une semaine avant. Donc le lancement est le 18, donc on commencera vers le 11 décembre. Le lendemain, eh bien, la coiffe qui protège justement le télescope des rigueurs du lancement sera posé dessus. La veille, eh bien, Ariane, avec le JWST à l'intérieur et sa coiffe posée, va rouler tout doucement sur le pas de tir pour se positionner au bon endroit. Le jour même, eh bien, on aura le lancement avec ce fameux compte à rebours. Et ensuite, eh bien, tout va s'accélérer. 2 minutes après le lancement, vous avez les 2 étages à poudre, les 2 boosters qui sont sur le côté de la NASA, qui sont sur le côté de la fusée, du lanceur, qui vont se séparer. Ça, c'est T plus 2 minutes. T plus 3 minutes. On est déjà tellement haut que l'atmosphère ne pose plus de problème. La coiffe se sépare. T plus 9 minutes. L'étage principal s'arrête et le deuxième étage se sépare du premier étage et continue sa route. Ensuite, nous aurons l'allumage du deuxième étage. 27 minutes plus tard, ça va aller très très vite, eh bien, le télescope lui-même se sépare de ce deuxième étage et part en direction de sa destination. Et après, les choses vont être un petit peu plus lentes. Il faudra 1 mois pour que le télescope se déploie complètement. Il faudra encore 2 mois pour qu'on vérifie, pour qu'on mette en route tous les instruments. Il faudra encore 3 mois pour qu'on teste tous ces instruments pour vérifier que tout fonctionne correctement. Et donc 6 mois plus tard, on pourra commencer à faire de la science, c'est-à-dire à la moitié de l'année 2022. On a encore un petit peu de temps devant nous. C'est un événement qui intéresse énormément le grand public, le lancement de ce télescope et puis la construction de ce télescope. Comment ça se fait? Pourquoi le grand public est si intéressé par le télescope James Webb? Il y a plusieurs raisons. D'abord parce qu'on adore les records. Et clairement, le télescope spatial James Webb est le télescope de tous les records. On n'a jamais mis dans l'espace un télescope avec un miroir aussi important. Tout le monde connaît le télescope spatial Hubble et le télescope James Webb sera 100 fois plus sensible que Hubble. Donc on va vraiment pouvoir plonger nos yeux artificiels jusqu'au fin fond de l'univers. Tout l'univers observable nous sera accessible par ce télescope et ça, évidemment, ça fait rêver. C'est un télescope qui, en plus, ne se situe pas juste à côté de la Terre, comme Hubble. C'est un télescope qui se trouve, on l'a dit tout à l'heure, à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Et il y a aussi, évidemment, ce suspense parce qu'il faut absolument que tout fonctionne parfaitement du premier coup. Ça fait une vingtaine d'années qu'on le conçoit. Le stress est au maximum. Et là, il n'y aura aucun moyen d'aller le réparer si jamais, comme Hubble, on a des petits soucis lors de ses débuts et de ses premières années. Donc, ce suspense, plus tous ces chiffres fantastiques qui nous sont accessibles par ce télescope, font certainement une partie de la fascination du grand public pour ce lancement qui va arriver, je le rappelle, le mois prochain. Merci beaucoup Pierre Henriquet d'avoir pris le temps de nous présenter les détails, les secrets qui seront cachés derrière ce
lancement qui est donc prévu le 18 décembre à la base de Kourou, en Guyane française. Merci d'avoir pris le temps de participer à cette émission Smart Space. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce rendez-vous dans l'espace exceptionnel dédié au télescope James Webb. C'est la fin de cette émission, c'est la fin de Smart Tech. Retrouvez votre émission dès lundi sur Bismart.